BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils sont là, nos trois experts. Valentin Demey, journaliste pour Cryptost. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Élodie de Marquis aussi nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, chef des opérations et de la stratégie pour Kaiko. Vous fournissez des données et des services crypto, Web3 aux acteurs de la finance traditionnelle. Vous nous expliquerez tout cela dans un instant. Et puis Laurent Pignot aussi nous accompagne depuis Zone Bourse. Bonjour Laurent. On est ravis. On est content de vous retrouver Laurent, même si on aurait aimé vous retrouver avec un Bitcoin au-delà des 25 000. On a buté 1000 fois sur cette barre des 25 000 $ ces derniers jours. Quel catalyseur nous manque encore pour franchir une bonne fois pour toutes les 25 000 $ d'après vous? Et oui, effectivement, Guillaume, le Bitcoin a eu du mal sur ces 7 derniers jours à franchir cette zone majeure des 25 000 $ et il décroche aujourd'hui autour donc des 23 700 $ en baisse de quasiment 3% sur 24 heures. Alors, si on prend un petit peu de recul sur ce début d'année, le puissant rebond du cours du Bitcoin et plus largement des actifs risqués, c'est finalement inscrit dans une conviction des acteurs du marché à une fin imminente du cycle de hausse de taux de la Réserve fédérale américaine. Ce curseur de la hausse des taux est évidemment conditionné par la baisse de l'inflation et de plusieurs indicateurs macroéconomiques. Et sur ce sujet, tout n'est pas aussi positif qu'espéré finalement, comme en témoigne par exemple hier la publication des indicateurs d'activité PMI américains qui ont plutôt nettement dépassé les attentes. Et c'est un signal de prudence car en ce moment, une bonne nouvelle pour l'économie n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les marchés financiers qui préfèrent en priorité des taux bas. Et le Bitcoin, en étant assimilé à un actif risqué, est d'autant plus sensible à ces nouvelles et surtout comment elles sont digérées par le marché. Nous aurons aussi vendredi la publication de l'inflation PCE aux États-Unis, ce qui donnera encore plus la tendance de la surchauffe économique. Alors techniquement, évidemment, c'est la résistance des 25 000 $ qu'il va falloir être franchie pour continuer et confirmer la progression du cours du Bitcoin à court terme. Dans l'autre sens, je surveille deux zones. D'un côté, le précédent sommet qui pourrait faire office de support autour des 23 700 $, donc il est travaillé actuellement. Et surtout, c'est la zone des 21 500 $ qui a déjà démontré par le passé qu'elle faisait office de frontière aux acteurs du marché. Un passage durable sous ce niveau indiquerait une certaine force de la pression vendeuse. Donc gardons un œil sur ces niveaux. Et de l'autre côté, sur les publications des indicateurs macroéconomiques qui forcément jouent un rôle central sur la psychologie des crypto-investisseurs. Et pendant ce temps, l'Ether, est-ce qu'Ether rime avec étoile? Est-ce que vous lui trouvez un potentiel plus important que pour le Bitcoin? Alors Laurent. pour l'instant, l'Ether ne brille pas, sans grande surprise. Ah oui. L'Ether suit les traces du leader, en recul là aussi sur 24 heures. Alors l'Ether a échoué à traverser la zone des 1700 $. C'est cette frontière qui se trouve au-dessus de la tête de l'Ether pour continuer sa progression à court terme. En revanche, sous les pieds de l'Ether, c'est bien la zone des 1550 $ qu'il va falloir surveiller, qui, si cette fois elle était franchie, donnerait de la confiance aux forces vendeuses. Donc gardons un œil sur ces niveaux, tout en ayant un œil sur le graphique du Bitcoin, qui, comme souvent, dicte la direction du marché. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés en direct. Laurent Pignot, depuis Zone Bourse. Valentin, va-t-on pouvoir bientôt payer ses gâteaux en Bitcoin quand on vient faire ses courses ou ses croquettes pour le chien, le chat? C'est une vraie question. En tout cas, ça, Guillaume. Eh oui, parce que les choses sont en train de se construire et se constituer pour qu'enfin nous puissions acheter nos croquettes pour chiens et chats. Grâce aux cryptos, on a ce partenariat entre Binance et Ingenico pour offrir plus de moyens de paiement en crypto dans les magasins en France. Exactement. On parlait il y a quelques temps du Lightning Network pour justement, alors pas payer vos croquettes parce que vos croquettes elles peuvent être froides, ça posera pas de problème Guillaume, en tout cas celles de vos animaux de compagnie. Mais par contre, si c'était effectivement un café, c'était un peu plus problématique puisqu'il fallait pas qu'il soit froid à la fin du temps de la consommation. Mais par contre, c'est toujours la même problématique, c'est de payer en crypto. Quels sont les commerçants qui acceptent les crypto-monnaies? Ils sont pas nombreux. Il y en a quelques-uns qui acceptent Bitcoin, mais ça s'arrête là. Et là, effectivement, un pas très intéressant que fait Binance en s'associant avec ce prestataire qui a plus de 40 millions, je crois, de terminals de Ingenico, c'est énorme. C'est énorme, effectivement. C'est très gros dans leur capacité qu'ils ont à accepter les paiements avec des TPE partout dans le monde. Et donc, ils font une expérimentation avec quelques magasins à Paris. C'est-à-dire que, encore une fois, le géant Binance fait ses expérimentations en France, à Paris. Sur des bobos. Exact. En France, à Paris, et effectivement, on va pouvoir s'amuser, pour ceux qui possèdent des crypto-monnaies en tout cas, de payer directement en crypto. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur le terminal de paiement, notamment, s'affichera un QR code pour que directement, à partir de l'application Binance, on puisse payer avec une 50aine de crypto-monnaies et que ça reste potentiellement en crypto-monnaie. Jusque-là, il y avait des cartes crypto.
Binance avait justement des partenariats avec des cartes de paiement pour transformer ces cryptos en euros ou en dollars et qu'on les paye en dollars. Donc c'était une manière de les dépenser, mais c'était un peu particulier. Là, directement, avec un QR code, on va pouvoir dépenser ces cryptos. C'est en expérimentation, du coup, en France, sur quelques magasins, et ça pourra être développé. On le disait, il y a plusieurs dizaines de millions de TPE dans le monde qui pourront l'accepter dans le futur. Donc, c'est un très beau premier pas. C'est quoi les TPE Terminal de paiement électronique. D'accord, ok. Non, mais juste, voilà. Mais en tout cas, effectivement, c'est ça. C'est la capacité de payer directement une cinquantaine de crypto-monnaies, stablecoin compris, et ça sera amené à évoluer dans le futur. Donc voilà, très beau partenariat entre ces deux mondes qui sont la finance traditionnelle et la finance décentralisée, et une nouvelle manière de financer ces cryptos. Oui. Et en fait, ça rentre un peu en écho avec, il y a quelques jours, vous receviez David Princet qui nous parlait de leur intégration avec des calculs d'imposition pour calculer sa plus-value en crypto. En fait, c'était pas si absurde puisque, encore une fois, quand on fait des paiements en crypto, s'il y a de la plus-value, il y a la flat tax à 30%. Et ça aurait été un peu compliqué de suivre tout ça entre ces trades où on peut gagner de l'argent et la manière de payer avec l'application maintenant. C'est très bien qu'il y ait cette implémentation directement dans Binance pour pouvoir regarder un petit peu. Ah oui, c'est-à-dire que si j'achète mes croquettes en crypto, je risque de devoir payer de l'impôt sur en plus de la TVA, quoi. Si vous avez fait de la plus-value, effectivement, il reste la flat tax à 30%. Donc ça a été un enfer s'il n'y avait pas eu ce logiciel en interne. Il y avait encore une fois déjà des géants qui le faisaient, ou Altio, Pierre Morisot que vous recevez sur ce plateau aussi, qui le proposait de manière externe à Binance, mais désormais c'est natif et ce sera un grand gain de temps pour les contribuables français de l'avoir, surtout avec cette nouveauté-là. Bon, le plus grand gain de temps, c'est quand on fait des moins-values. Au moins, on n'est pas imposé. C'est ça. Mais comme on vient d'écouter les traders, pour l'instant, ça devrait bien aller dans ce sens-là. Et puis, la régulation va-t-elle trop loin là ? SEC, le gendarme des marchés américains, interdit à Kraken le stacking, ça on l'a vu il y a 2 semaines. Du coup, stacking réagit. Jesse Powell, le fondateur de Kraken réagit, et donc son fondateur, Jesse Powell, accuse le gendarme des marchés américains de ne s'en prendre qu'aux acteurs vertueux de l'écosystème. Exactement. On connaissait Jesse Powell pour ses prises de position parfois véhémentes, ou en tout cas très franches. Et effectivement, il vient de nouveau de se positionner, puisqu'on rappelle, il y a 1 ou 2 semaines, ils ont subi les foudres de la SEC, donc le gendarme boursier américain, pour un service de staking qu'ils avaient proposé du coup sur Kraken, qui est l'une des plus anciennes bourses de crypto-monnaies de notre écosystème, et qui aurait, d'après la SEC, dû être enregistré, ou en tout cas qui fait suite à des problématiques, comme ils ont tapé sur le BUSD derrière, de non-enregistrement ou de non-conformité avec les règles américaines. Une amende de 30 millions de dollars, quand même, ce qui freine un petit peu l'innovation de ce secteur. Et donc Jesse Powell dit sur Twitter et dans les médias que c'est problématique puisque ça va entraîner les bons acteurs à d'abord payer les amendes avant de se mettre en conformité et à faire le maximum pour la sécurité des utilisateurs. Donc mettre l'énergie ailleurs, surtout les refroidir pour que des acteurs malveillants étrangers, eux, continuent de proposer ces services avec la plus grande malhonnêteté de base, et qu'effectivement on n'aille pas les chercher parce que soit on ne sait pas où ils sont, soit ils sont sur le territoire externe à ce que la SEC, sur lequel la SEC peut intervenir. Et donc il a en ligne de mire un petit peu ce qui s'est fait avec FTX, c'est-à-dire de continuer de pousser les utilisateurs vers des plateformes qui ne soient pas bonnes du tout pour l'écosystème. Donc c'est ça qui dit un petit peu, c'est quel est le calendrier qu'a le président de la SEC, qui a l'air de prendre en grippe les bons acteurs, ou en tout cas ceux qui font le maximum pour que ça se passe bien, avec la difficulté que sinon ça risque d'aller dans des capitaux très mauvais pour l'industrie et pour les users. C'est un débat qu'on a aussi ici en Europe, mais avec peut-être un peu plus de visibilité pour le coup ici en Europe sur la réglementation que là-bas, où vraiment la SEC sort du bois d'un coup sans prévenir et surprend, quoi. Voilà. Ouais, alors ici en Europe, ça marche pas trop comme ça. Ça marche pas comme ça, heureusement, et effectivement il y a le règlement MiCA qui permet d'avoir plus de visibilité, pas forcément sur le stacking parce que ça n'a pas été quelque chose qui a été très statué, même s'il y a encore une fois toute la base pour qu'on puisse donner une position très claire sur le stacking, comme elle est un peu flou sur les NFT ou même la finance décentralisée. Toute la base du règlement MiCA pose les premières pierres à cette réflexion-là, et ça va dans le bon sens. Mais sur les stablecoins, notamment, c'est déjà statué, et les stablecoins sont autorisés en Europe. Ils sont juste capés à 200 millions pour les stablecoins étrangers issus d'acteurs européens. Donc c'est-à-dire que si un acteur européen veut créer un stablecoin sur le dollar, il ne pourra pas aller à plus de 200 millions d'émissions. Par contre, si c'est un acteur local qui fait sur l'euro, alors il n'y a pas de limite. Et d'ailleurs, ça intéresse énormément Binance. On en parlait aussi la semaine dernière. Et il y a de plus en plus
d'amour dans ce sens que, puisqu'ils se sont fait bannir, ou en tout cas qu'ils se sont vus mettre un coup d'arrêt par la SEC sur leur BUSD, qui était le stablecoin de l'écosystème de Binance, émis par Paxos aux États-Unis, et que la SEC a dit ça aurait dû être enregistré comme une commodité auprès de la SEC, eh bien, ils n'ont plus le droit d'en émettre, alors que c'était le 3e plus gros stablecoin de l'écosystème. C'était un stablecoin US, donc du coup sur le dollar américain. Donc maintenant, ils se interrogent sur quel stablecoin prendre, et l'euro n'est vraiment pas exclu des négociations futures. Ce serait pas mal. Ça serait pas mal, hein. On en avait discuté déjà la semaine dernière, parce que Sizi en avait parlé dans les médias, mais ça pourrait se confirmer, en tout cas être une des options à côté de d'autres stablecoins. L'or pourrait aussi faire partie de celui-ci, mais l'euro n'est pas exclu. Bon, Élodie Demarquis est avec nous en plateau. On rappelle, Élodie, vous êtes chef des opérations et de la stratégie chez Kaiko. On voit cet écosystème plein pris de convulsions, de moments d'angoisse, et puis au contraire de grands moments d'euphorie et d'espoir. Tout ça reste très volatile. C'est ce qui est passionnant dans un écosystème pionnier comme celui des cryptos et du Web3. Dans cet écosystème, Kaiko, Kezako, quoi. Vous servez à quoi? Qu'est-ce que vous apportez? Kaiko est un des plus vieux acteurs de l'écosystème, à savoir que nous avons été créés en 2014 par Pascal Gauthier, qui est aujourd'hui PDG de Ledger, que vous connaissez très bien sur ce plateau. Et notre ambition n'a jamais changé, c'est-à-dire que nous soutenons cette transition des marchés des capitaux traditionnels vers un futur digital et tokenisé. Vous en parlez souvent sur ce plateau. On est aujourd'hui reconnu comme étant la référence, un fournisseur incontestable et incontournable d'informations financières, et également de services pour les institutions financières. C'est-à-dire que nous travaillons uniquement avec des professionnels, des institutionnels, que ce soit des banques, des fonds d'investissement. Nous travaillons avec des banques centrales, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada ou en Asie. Nous travaillons également avec la SEC, les banques. On ne peut pas donner exactement de nom sur ce plateau, mais en effet, tous les plus grands régulateurs auxquels vous pouvez penser utilisent nos data comme source pour monitorer ce qui se passe sur les marchés. Je croyais que c'était CoinMarketCap, la grande référence pour avoir les prix, etc. Non, il y a aussi... CoinMarketCap sont très bien positionnés pour tout ce qui est retail, donc auprès de particuliers qui vont investir. D'ailleurs, vous regardez, le site internet est assez visuel sur le cours des marchés, etc. Mais si vous souhaitez de la data vraiment pour les institutionnels, avec une architecture qui soit robuste, un service client qui soit également dédié 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est avec un acteur spécialisé comme Kaiko, par exemple, que ce type d'institution choisit. Et vous apportez un maximum de data aux professionnels, professionnels de la crypto, mais pas que. Vous vous adressez aussi, vous nous le disiez, à des régulateurs, à des institutionnels, au monde traditionnel de la finance. Vous avez tellement de data que vous seriez capable, par exemple, grâce à vos data, de repérer en amont les anomalies, de prédire de futures affaires FTX, par exemple, des choses comme ça. Enfin, toutes les data que vous avez vous apportent aussi cette dimension dans l'écosystème. Tout à fait. Aujourd'hui, nous fournissons de l'information à Bloomberg. Sur le terminal Bloomberg, vous avez la data crypto qui vient de Kaiko. Nous travaillons également avec Deutsche Börse, avec IRS, avec Refinitiv, tous les fournisseurs de data traditionnels, je dirais. Donc le but de Kaiko est vraiment d'accompagner, de permettre cette interopérabilité entre la manière dont la data est consommée en finance traditionnelle et la manière dont la data crypto est disponible. Vous parliez d'un élément extrêmement intéressant sur l'affaire FTX et justement cette notion de risque. Kaiko, en effet, a permis, que ce soit en mai 2022 avec le crash de Terra Luna ou avec FTX, d'avoir une vision holistique du marché, que ce soit sur les échanges centralisés ou décentralisés. Il était possible de voir en effet en mai 2022 des anomalies sur Terra Luna d'un point de vue liquidité et volume. Et également avec FTX, il y a pas mal de notions de métriques qu'on trouve en finance traditionnelle qui ne sont pas encore inclus ou utilisés par les spécialistes crypto et qui devraient l'être. Je vous prends un exemple, par exemple, sur la partie des volumes et des liquidités. On avait vu que le token FTT avait une capitalisation boursière. La capitulation, c'était la capitulation du marché après. Ils ont capitulé après, mais pour le coup, capitalisation. Capitalisation, exactement, boursière de 9 milliards. En revanche, si vous regardiez la liquidité organique, c'est-à-dire la demande pour ce token, elle était simplement de quelques millions. Ce que ça veut dire, c'est que pour sortir de cette position, il aurait fallu plusieurs semaines. C'est donc très compliqué. Donc ce type de métrique, en effet, c'est quelque chose que nous proposons aujourd'hui à travers les 4 départements que nous avons. Et tout ça, c'est une question avant tout d'information, de disponibilité des datas, de précision des datas. Quel sera à vos yeux, depuis votre poste de vigie, donc chez Kaiko aussi, de fournisseur de data et de services à l'écosystème et au-delà de l'écosystème, quel sera à vos yeux le rôle de l'information dans le futur digital ? C'est une très bonne question. On voit que l'information est déjà un élément clé dans la finance traditionnelle, elle l'est encore plus en finance digitale, pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, dans l'écosystème crypto, nous n'avons pas encore une vraie maturité sur l'infrastructure et le flow de l'information, mais c'est quelque chose qui est en train de construire, et notamment où Kaiko permet
justement ce passage à grande échelle que nous sommes en train d'observer. Ce qui est très important de comprendre, c'est que dans les smart contracts, par exemple, il n'y a pas d'élément centralisé qui va confirmer la qualité de l'information. Donc si vous avez un smart contract qui vous permet de liquider un portefeuille d'actifs, par exemple, si vous recevez de la mauvaise information, nous avons vu parfois sur certains échanges que le prix était faux, oui. Ce portefeuille va être liquidé sur une information fausse. Oui. Donc, l'importance de l'information à la source est extrêmement importante. Et c'est pour ça que nous employons aujourd'hui, nous avons levé 80 millions, nous sommes passés de 10 personnes à 100 personnes en 2 ans. Nous sommes aujourd'hui aux États-Unis, à New York, à Londres, à Paris, à Singapour, pour justement permettre à l'échelle, une mise à l'échelle de cette infrastructure en ayant de l'information de qualité et de l'information actionnable. Parce que vous nous le dites, les blockchains, ça peut être le meilleur ou le pire. Lorsqu'elles entraînent des processus basés sur de fausses informations, c'est la cata. Quoi. Voilà. La blockchain vous permet de programmer. Elle garantit aucune vérité, la blockchain, en fait. C'est un outil qui vous permet de programmer et ensuite d'exécuter. Donc, il hoche un peu de la tête, lui, il pense que... Donc, l'information, tout ça veut dire que la qualité de l'information entrante est encore plus importante. Et il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir, simplement, c'est quand on parle aujourd'hui de marché, un marché permet 2 choses. C'est permettre à l'offre de rencontrer la demande et également permet de mettre en place un prix. Ces 2 choses-là permettent aux régulateurs, c'est pour ça que notre information est utilisée par des régulateurs, vous permet justement d'identifier des activités frauduleuses. C'est-à-dire que si on voit une manipulation du cours du Bitcoin, il vous faut avoir une tendance de fond pour pouvoir identifier justement cet écart. Et c'est exactement ce que nous avons des taux de référence qui vous permettent aujourd'hui de définir quel est le prix du Bitcoin. Puisque aucune banque centrale au monde aujourd'hui ne va vous dire combien est-ce qu'un bitcoin vaut en euros, alors qu'elle vous dira combien est-ce qu'un dollar vaut en euros. Donc nous prenons ce rôle d'être une partie tierce qui vous permette justement de définir le prix de référence sur les marchés de plus de 5000 tokens qu'on couvre aujourd'hui. Bon, elle apporte un certain nombre, vous apportez chez Kaiko un certain nombre d'informations qui garantissent encore un peu plus, s'il en était besoin, que les blockchains processent correctement. Alors elles processent, bien sûr, mais à partir d'informations, pour le coup, justes et précises, ce qui n'est pas forcément garanti par les blockchains en l'occurrence. Une façon de tenir en laisse les blockchains, Valentin, on peut voir comme ça le rôle de Kaiko ? En tous les cas, effectivement, une fois que la donnée elle est sur la blockchain, c'est pour ça que je haussais de la tête de la gauche vers la droite, parce que d'autres lignées. Effectivement, à la radio, comme vous dites, c'était qu'effectivement, il y a une particularité qui est l'information, elle est accessible par tout le monde. Si l'information qui est entrée à la base est erronée, effectivement, il y a des risques qu'elle reste erronée dans la blockchain et qu'il n'y a pas la blockchain en elle-même ne peut pas s'en rendre compte sur certaines de ces données, évidemment. Parce qu'il y a quand même sinon des consensus de mise en accord permanent avec les blockchains comme Bitcoin ou Ethereum, et c'est toute la force de ces blockchains. Mais par contre, la capacité qu'a Kaiko d'observer les données pour se rendre compte d'où est-ce que ça provient et combien de personnes la répètent pour anticiper des phénomènes, c'est très important. La blockchain, elle est publique et transparente, on le répète souvent, mais il faut encore comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, l'anticiper, le traduire, et c'est ce que Kaiko fait très bien, effectivement, et c'est pour ça que j'en avais déjà discuté avec vos équipes sur la suite de l'UST, la capacité de se rendre compte, à l'époque de Terra Luna, quelques jours avant l'effondrement du stablecoin, c'était lisible sur la blockchain, c'était visible, mais il fallait le lire, et certains, comme Kaiko, pouvaient le faire. Pour rebondir peut-être là-dessus, simplement pour bien comprendre ce qu'on fait, nous sommes sur le niveau applicatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas au niveau des adresses ou des wallets, comme on les appelle. On est là vraiment pour accompagner tous les participants qui participent au cycle d'investissement, que ce soit des traders, des gens qui font du backtesting, de la valorisation de portefeuilles d'actifs, ou les régulateurs, par exemple, ou bien aussi des boîtes crypto-natives. Nous travaillons aujourd'hui avec Ledger, avec Waltio, avec Messari, par exemple, qui utilisent notre information de qualité pour fournir un service de meilleure qualité. Et donc, justement, c'est cette lecture de l'information et aussi de standardisation, parce que comme vous le savez peut-être, il n'y a pas de standard aujourd'hui dans tout ce qui est dans l'écosystème crypto. Et donc, bien que beaucoup soient capables de lire de la blockchain, il faut encore être capable de faire ce qu'on appelle du reverse engineer, c'est-à-dire de prendre cette information et de la mettre sur un pied d'égalité pour pouvoir la comparer à de l'information qui vient d'échanges centralisés, par exemple. Oui. Vous tenez en laisse l'écosystème et vous tentez de tenir en laisse aussi la finance traditionnelle, parce que votre objectif, c'est Kaiko, c'est justement de servir de passerelle de plus en plus, d'apporter un maximum de services et de data aussi sur toutes ces questions crypto à la finance traditionnelle. Est-ce que vous avez vu pendant l'hiver crypto, pendant l'année 2022 qui était compliquée pour l'écosystème crypto, est-ce que vous avez vu malgré tout la finance traditionnelle continuer à de plus en plus s'intéresser aux fondamentaux ? Bien évidemment. Et je reviendrai juste sur votre
terme, on est là en soutien de l'écosystème traditionnel, de finances traditionnelles, pour justement prendre de meilleures décisions dans ce nouvel écosystème qui est en train de se construire. En effet, on a vu un afflux de nous, qui sont nos clients, que ce soit des banques, des fonds d'investissement qui s'intéressent de plus en plus aux actifs numériques. Et c'est assez intéressant ce que vous dites, parce que là, je vous ai parlé beaucoup de l'activité de Kaiko en tant que fournisseur d'informations pour prendre des meilleures décisions d'investissement, pour voir ce qui se passe sur le marché. Mais nous sommes également présents dans l'utilisation de la technologie blockchain. Et comme vous le savez, beaucoup d'institutions financières utilisent cette technologie pour optimiser leurs services d'opération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un processus qui est extrêmement fragmenté à plusieurs niveaux, que ce soit les échanges, les clearing house, les settlements, tout ce genre de choses. Aujourd'hui, la technologie blockchain vous permet d'avoir une fluidification de ce processus-là. Et grâce à Kaiko, nous sommes également Oracle, centralisé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'information du CAC 40 et la mettre dans la blockchain pour permettre à des smart contracts et des entreprises d'utiliser cette information. Et donc là, on parle vraiment d'opérabilité entre la finance traditionnelle et les actifs numériques. Et donc oui, en effet, on a vu en 2022, malgré les tumultes qu'on a observés sur les marchés, de nombreuses entités s'intéressaient à l'utilisation de la blockchain pour optimiser leur propre système, où nous sommes également en fonction support. D'accord. Vous pensez que la blockchain peut révolutionner la finance? On en est là? Ou c'est un grand terme, marketing? Oui, tout à fait. C'est marketing ou ça va révolutionner? Je suis persuadée, j'ai passé 10 ans avant de rejoindre Kaiko dans la Silicon Valley, dans le cloud principalement, et avant ça en banque traditionnelle. Je peux vous dire que ce qu'on observe aujourd'hui en termes de signaux et d'adoption par les grandes entités financières, bancaires de la finance, c'est des choses similaires qu'on a pu observer dans l'adoption du cloud dans les années 90-2000. Donc pour moi, c'est une révolution qui va permettre pas mal d'optimisation, mais comme tout, c'est une technologie. Elle est neutre, ça dépend, l'utilisation et ce qui va sortir de cette technologie dépend beaucoup des utilisations et de la réglementation qui est en train d'être mise en place aujourd'hui. 30 secondes sur ces nouvelles passerelles. En effet, entre le monde traditionnel et cet écosystème crypto, vous avez repéré cette nouvelle actualité également. Valentin, Microsoft collabore avec l'un des acteurs crypto pour offrir désormais des services de nœuds à des entreprises, c'est ça? Oui, on est effectivement pareil dans la même dynamique d'aller chercher le meilleur des deux mondes. Et là, c'est Microsoft on va la faire très classiquement. Il y a 4 lettres ANKR. Comme ça, on va pas pouvoir se prendre. Vous avez vu, je n'ai pas osé. Je savais très bien. C'est pour ça que je me suis dit, je vais pas prendre le risque pour vous, Guillaume. Et effectivement, ça a beaucoup plu l'écosystème puisque ils ont une expertise dans la blockchain qui est très importante à ANKR. Et Microsoft en a une autre avec Azure sur les solutions de lecture. Donc, de pouvoir connecter les deux mondes pour donner la capacité aux développeurs et à toute l'infrastructure d'accéder aux informations des blockchains, en l'occurrence plus de 38 blockchains. Ça va être très intéressant. Donc, ils vont déployer des nœuds avec les caractéristiques personnalisables pour optimiser les recherches des données de manière fiable et rapide. On touche là aussi, comme avec la discussion à l'instant avec Kaiko, à la souveraineté des data et c'est très important d'avoir des connexions de cette manière-là. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Merci à Valentin qui nous accompagne régulièrement. Crypto, c'est à nos côtés, Valentin Demey. Elodie, merci d'être passé nous voir également. Merci à vous. À cheval entre donc Paris, New York, Londres, Singapour. C'est ça. J'en ai oublié, non? Non, c'est ça. On est bon. Et la prochaine? On verra. On verra, c'est déjà pas mal. Elodie Demarquis, chef des opérations de la stratégie pour Kaiko, un champion français. Tout à fait. Ouais. On en est fiers. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Laurent Pignou aussi nous accompagnait pour Zone Bourse. Dans un instant, la séance en direct. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite sur BFM Business.